fils de Clinias, tu es sans doute surpris. Tu vois que moi, qui fus le premier à t'aimer, je te reste seul attaché après que les autres t'ont délaissé, et tu te rappelles combien ils t'importunaient de leurs entretiens, tandis que moi, pendant tant d'années, je ne t'ai pas même adressé une parole. Ce qui me retenait n'était pas une raison humaine, c'était un empêchement divin. Tu apprendras plus tard quelle en est la force. Aujourd'hui qu'il a cessé, je viens à toi. Et j'ai bon espoir qu'à l'avenir il ne me retiendra plus davantage. Pendant ce temps, j'ai examiné comment tu te comportais à l'égard de tes admirateurs, et voici ce que j'ai remarqué. Si nombreux et si fiers qu'ils fussent, il n'en est pas un que ta hauteur et ton dédain n'aient rebuté. La raison de cette hauteur, je veux te la dire, tu prétends n'avoir besoin de personne absolument. Ce que tu as en propre te suffit largement, tant pour le corps que pour l'âme. D'abord, tu te dis que tu es très beau et très grand, et, en cela, tout le monde conviendra que tu ne te trompes pas. Ensuite, que tu appartiens à une des familles les plus entreprenantes de la ville, qui est elle-même la plus grande des cités grecques. Du côté de ton père, tu disposes de beaucoup d'amis et de parents puissants, qui à l'occasion seraient prêts à te servir. Du côté de ta mère, combien d'autres, qui ne sont ni moins nombreux ni moins influents. Enfin, autre avantage plus considérable, tu as pour toi la puissance de Périclès, fils de Xanthippe, que ton père vous a laissé pour tuteur, à toi et à ton frère. Périclès, qui peut faire ce qu'il veut, non seulement dans cette ville, mais dans toute la Grèce et chez plusieurs grands peuples barbares. J'ajouterai que tu es au nombre des riches. Mais c'est de quoi tu parais le moins fier. Enorgueilli par tous ces avantages, tu as pris le dessus sur tes admirateurs et ceux-ci, qui se sentaient inférieurs à toi, s'en sont laissés imposer, ce dont tu t'es aperçu. Voilà pourquoi tu te demandes, je le sais, quelle idée j'ai de ne pas renoncer à mon amour et dans quel espoir je persiste ainsi, quand les autres ont lâché pied. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, Socrate, c'est que tu m'as devancé de peu. J'avais justement la pensée de t'aborder le premier, pour savoir de toi ce que tu veux. Qu'espères-tu enfin en m'importunant ainsi, en t'obstinant à me suivre partout? Vraiment, je me demande ce qui t'a pris et j'aurais plaisir à l'apprendre. Eh bien, puisque tu désires en savoir ce que j'ai en tête, tu m'écouteras sans doute de bonne grâce. Je compte sur ton attention et ta patience, et je m'explique. Assurément. Parle donc. Méfie-toi cependant. Il ne serait pas étonnant qu'ayant eu tant de peine à commencer, j'en ai autant à finir. Va toujours, mon cher Socrate, je t'écoute. Bon. Alors causons. Il n'est pas commode de se présenter en amoureux à un homme qui n'accepte aucun amour. Qu'importe. Il faut que je dise rapidement ce que j'ai en tête. Vois-tu, Alcibiade, si tu m'avais paru satisfait des avantages que je viens d'énumérer et décidé à t'en contenter toute ta vie, il y a longtemps que j'aurais cessé de t'aimer, j'en suis sûr. Mais je prétends te démontrer à toi-même que tu as d'autres projets, et tu reconnaîtras par là avec quelle attention je n'ai cessé de t'observer. Voici mon idée, si quelque dieu te disait, que préfères-tu, Alcibiade? Continuer à vivre avec ce que tu as maintenant, ou mourir sur l'heure, ne pouvant rien acquérir de plus? Je crois bien que tu préférerais mourir. Quel est donc l'espoir qui te fait vivre? Je vais te le dire. Tu penses que si, un de ces jours, tu prends la parole devant le peuple, et tu comptes bien le faire très prochainement, tu convaincras les Athéniens du premier coup, que tu mérites bien plus de considération que Périclès ou tout autre avant lui, et tu te dis que dès lors, tu seras tout puissant dans cette ville. Et si tu es puissant chez nous, tu le seras aussi chez les autres Grecs, mais aussi chez les barbares qui habitent le même continent que nous. Et si ce même Dieu te disait ensuite que tu dois te contenter de régner sur l'Europe, mais qu'il ne te sera pas permis de passer en Asie, ni de rien entreprendre là-bas, j'imagine que même avec des conditions comme celle-là, tu ne voudrais pas vivre, parce que tu ne pourras pas remplir presque toute la terre de ton nom et de ta puissance. Je crois qu'à l'exception de Cyrus et de Xerxès, aucun homme ne te paraît avoir été vraiment digne de considération. C'est ce que tu espères, je ne le soupçonne pas, j'en suis sûr. Mais peut-être me demanderas-tu, quel rapport entre tout cela et ce que tu voulais me dire à propos de ton obstination à ne pas me quitter? Je te répondrai donc, cher fils de Clinia et de Dynomachée, c'est qu'il est impossible que tu réalises sans moi tous ces projets, tant est grande la puissance dont je crois disposer pour tes intérêts et ta personne. Ainsi s'explique que le Dieu depuis si longtemps m'ait empêché de te parler, et que j'ai attendu sa permission. Car si toi tu mets tes espérances dans le peuple, pensant lui démontrer que tu es précieux pour lui et par là acquérir sur le champ pleine puissance sur lui, j'espère, de mon côté, que je serai très puissant auprès de toi, quand je t'aurai démontré combien je te suis précieux, à tel point que ni ton tuteur, ni tes parents, ni aucun autre, n'est en état de te faire acquérir la puissance que tu désires, personne, excepté moi, avec l'aide de Dieu, bien entendu.
Quand tu étais trop jeune et que ces espérances ne t'emplissaient pas encore le cœur, le Dieu ne m'autorisait pas à te parler. Il ne voulait pas que je le fisse inutilement. À présent, il me rend la liberté, car désormais tu es prêt à m'écouter. Vraiment, Socrate, tu me sembles bien plus étrange encore, depuis que tu t'es mis à parler, que quand tu me suivais sans rien dire. Et pourtant, tu ne l'étais pas médiocrement à l'heure même. Maintenant, ai-je bien les pensées que tu m'attribues, oui ou non? Tu as pris parti là-dessus, à ce qu'il me semble, et j'aurais beau le nier, je ne réussirais pas davantage à te persuader. Eh bien, soit. Admettons que j'ai réellement ces desseins. Peux-tu m'expliquer comment ils se réaliseront grâce à toi et ne sauraient réussir sans toi? Je ne vais pas m'expliquer avec de longs discours, comme tu as l'habitude d'entendre parce que ce n'est pas ma manière de faire. Toutefois, je crois pouvoir te montrer ce que j'ai dit. Il faut seulement que tu m'accordes une petite faveur. Si c'est pas une chose trop difficile, je veux bien. Est-ce que c'est difficile, selon toi, de répondre à des questions? Non, ça c'est facile. Bon. Alors, réponds-moi. Vas-y, pose tes questions. Bien entendu, je t'interroge en considérant que tu as vraiment les projets que je t'ai attribués? Oui, admettons, juste pour voir ce que tu vas dire. À la bonne heure. Tu as donc le projet de parler prochainement au peuple athénien pour lui donner des conseils. Supposons alors qu'au moment où tu montes à la tribune, je t'arrête pour te demander, Alcibiade, de quoi délibèrent les Athéniens aujourd'hui et pour quelles raisons tu veux les conseiller à ce propos? Est-ce que c'est un sujet que tu connais mieux qu'eux? Voyons, que me répondrais-tu? En effet. C'est parce qu'il s'agit d'un sujet que je connais mieux qu'eux. Donc, c'est à propos des choses qui te sont connues que tu peux donner de bons conseils? Évidemment. Ces choses que tu sais, ce sont uniquement celles que tu as apprises de quelqu'un d'autre ou que tu as trouvées tout seul? Oui, comment je pourrais les savoir autrement sinon? Maintenant, est-il possible que tu aies appris ou trouvé une chose sans avoir voulu ni l'apprendre ni la chercher par toi-même? Non, c'est pas possible. D'autre part, est-ce que tu te serais mis à chercher ou à apprendre ce que tu crois déjà savoir? C'est sûr que non. Ça veut dire que, ce que tu sais maintenant, il faut bien qu'il y ait eu un temps où tu pensais ne pas le savoir? Oui, c'est sûr. Eh bien, ce que tu as appris des autres, je peux à peu près te le dire moi. Et si j'oublie quelque chose, dis-le moi. De mémoire, tu as donc appris à lire et à écrire, à jouer de la cithare, à lutter. Quant à jouer de la flûte, tu n'as pas voulu. Voilà exactement ce que tu sais, à moins que tu n'aies appris autre chose sans que je le sache. C'était alors sans sortir de chez toi ni de jour ni de nuit. Non, je n'ai pas eu d'autre leçon. En ce cas, c'est lorsque les Athéniens délibèrent sur une question d'orthographe que tu vas te lever pour donner ton avis? Non, par Zeus, pas du tout. Alors ça sera quand ils parleront de comment jouer de la lyre? Non plus non. Ils n'ont pas l'habitude non plus de délibérer sur les exercices de lutte dans l'assemblée. Non, effectivement. Alors parmi leurs nombreux sujets de conversation, c'est sur lequel que tu voudras les conseiller? Ce n'est sans doute pas des constructions? Non, pas les constructions. Non, parce qu'évidemment dans ce cas-là un architecte donnera un avis meilleur que le tien. C'est sûr, Socrate. Ce ne sera pas non plus quand ils délibèrent sur une question de divination? Jamais, non. Là-dessus, un devin en sait plus que toi. Sans doute. Et cela, qu'il soit grand ou petit, beau ou laid, de haute ou de basse naissance. Oui, personne ne peut dire le contraire. Sur toute question, en effet, donner un conseil est l'affaire de celui qui sait, et non du plus riche. Ça c'est bien vrai. Ainsi donc, que l'auteur du conseil soit pauvre ou riche, les Athéniens s'en soucieront peu, lorsqu'ils délibèrent sur la santé publique. Celui dont ils voudront l'avis, c'est un médecin. On dirait que oui. Alors, à propos de quoi tu comptes te présenter au peuple, comme étant capable de bien le conseiller? Quand ils délibéreront sur leurs intérêts, Socrate. Tu veux dire par là les constructions navales, quand on se demande quel vaisseau il faut construire? Non, Socrate, ce n'est pas ce que je veux dire. En effet, je crois que tu ne connais pas le métier de constructeur. C'est pour ça? Oui, exact.